Donc, comme vous le savez, le décret GBCP, gestion budgétaire et comptable publique, introduit des évolutions méthodologiques et organisationnelles de la dépense publique. Ces modifications ne seront pas sans impact sur le fonctionnement des établissements publics. Donc, ce que nous proposons, c'est de pouvoir parler et échanger aujourd'hui, plus particulièrement sur la gestion en AECP. Alors, Guilhem, cette mise en place de cette nouvelle gestion des AECP va se faire dans un cadre réglementaire assez précis, je crois. Oui, effectivement, c'était le serpent de mer depuis longtemps, la rénovation du cadre budgétaire et comptable des organisations publiques de manière générale et puis des EPN plus particulièrement. Le coup d'envoi finalement a été la circulaire d'août 2012, qui est cette fameuse circulaire annuelle qui réglemente les budgets et la comptabilité des établissements publics nationaux et des opérateurs de l'État. Cette circulaire d'août 2012 a finalement anticipé pour les établissements publics le fameux décret GBCP qui est arrivé un petit peu plus tard en novembre et qui a fixé des nouvelles règles et une rénovation très importante du cadre, notamment de la comptabilité budgétaire, et qui a été finalement consacrée par ce décret ce décret GBCP. Guilhem, je crois qu'on peut rappeler les principaux objectifs de cette réforme. Oui, le décret GBCP, c'est effectivement la réforme du décret de 62, qui vise de manière très générale à harmoniser pour l'ensemble des entités publiques, que l'on soit administration d'État, que l'on soit établissement public, que l'on soit collectivité territoriale, les grandes règles de gestion financière qui consacrent des choses déjà historiques comme la séparation de l'ordonnateur et du comptable, mais surtout qui vient introduire et consolider finalement pour l'ensemble des administrations un certain nombre de règles de gestion et de règles d'organisation des fonctions financières qui avaient été induites pour l'État au moment de la LOLF en 2001 et puis au fil de sa mise en place avec le temps. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle comptabilité qui va être mise en place dans le cadre de cette mise en œuvre AECP. Voilà, concrètement, aujourd'hui, pour les établissements publics, l'une des nouveautés du décret GBCP, pour pas dire la principale, même s'il y a d'autres thématiques qui sont des sujets associés, c'est effectivement l'obligation pour les établissements publics de tenir une nouvelle comptabilité budgétaire. Auparavant, on avait une comptabilité qui était une comptabilité en droit constaté très proche de la comptabilité générale. À partir de 2016, puisque c'est l'horizon temporel qui a été fixé par la circulaire d'août 2012, à partir de 2016, il y a vraiment l'obligation d'avoir un deuxième niveau de comptabilité, une vraie comptabilité budgétaire qui va distinguer deux natures de crédit. On a évoqué les AE, les CP, effectivement des autorisations d'engagement qui doivent permettre à un établissement de prévoir des crédits relatifs au niveau d'engagement juridique attendu au cours d'un exercice, et puis des crédits de paiement qui, eux, sont très axés sur la trésorerie, qui retracent effectivement la limite supérieure des dépenses qui peuvent être payées, cette fois, au cours d'un exercice. Donc on distingue bien, à travers cette nouvelle comptabilité budgétaire, deux types d'événements distincts. Le choix d'engager l'établissement qui va consommer de l'AE, et puis le décaissement de trésorerie qui va consommer les crédits de paiement associés. Alors, Guilhem, quels sont les bénéfices que l'on peut en attendre? On en a identifié trois de manière un peu générale. Dans un premier temps, c'est déjà de permettre aux établissements et à leur tutelle et à leurs contrôleurs financiers de sortir de ce carcan un petit peu rigide de l'annualité en offrant une visibilité qui excède l'exercice l'année civile, notamment sur les conséquences financières des décisions prises à un instant T. Et donc de permettre plus facilement de faire de la projection sur un triennal, à l'instar de ce qui se fait là aussi pour l'État, ou sur la durée d'un contrat de performance, en distinguant bien dans les documents de prévision et dans les éléments de suivi, ce qui relève à la fois de décisions prises qui sont soumises à une limite et puis de leurs conséquences financières. Deuxième bénéfice attendu, et c'est assez paradoxal, finalement on attend de la mise en place d'une comptabilité budgétaire que ça vienne renforcer la qualité de l'information comptable, puisqu'en dissociant beaucoup plus clairement la comptabilité budgétaire de la comptabilité générale de l'établissement, on attend que la comptabilité générale soit un vrai outil de fidélité et de sincérité des comptes, notamment par le fait que dans le budget et dans les budgets en comptabilité en AECP,
on n'aura plus à prévoir de crédit pour toutes les opérations d'ordre, les amortissements, les provisions, les neutralisations, les reprises, et que ça devient de vraies opérations comptables pour lesquelles finalement on n'est plus soumis à un plafond autorisé par le conseil d'administration ou par la tutelle, et donc on peut faire des vraies actions de qualité comptable. Et puis évidemment, deuxième temps, renforcer la qualité de l'information budgétaire, et c'est notamment l'idée sous-jacente est de pouvoir offrir à la fois aux tutelles et puis évidemment au conseil d'administration et puis au cadre dirigeant de l'établissement, un cadre d'autorisation budgétaire renforcé et plus clair qui permette un meilleur contrôle et un meilleur pilotage. Pilotage, c'est le troisième bénéfice, effectivement, pour les gestionnaires. L'information financière qui va être produite par l'établissement, elle s'enrichit de cette nouvelle comptabilité budgétaire. Elle permet notamment, et c'est l'un des enjeux également fort du passage en AECP, elle permet un pilotage par la trésorerie beaucoup plus fin à travers le suivi des soldes budgétaires qui sont dorénavant de vrais soldes de trésorerie et qui peut-être vont amener les établissements à s'intéresser plus à la question de leur disponibilité pour répondre aux engagements qu'ils ont pris plutôt qu'à un niveau de fonds de roulement qui parfois était, je ne vais pas dire théorique, mais un petit peu difficile à comprendre pour le gestionnaire. Alors, tous ces objectifs, évidemment, sont importants, mais je pense, Guilhem, que toutes ces actions-là doivent s'organiser dans un délai contraint. Je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. 3 ans, c'est aujourd'hui ce que la circulaire d'août 2012 a laissé aux établissements publics pour s'organiser. Aujourd'hui, en 2013, 2014 et 2015, il y a une obligation de présenter des budgets primitifs, des budgets rectificatifs, et puis à l'occasion des comptes financiers, une présentation du budget et de son exécution en AECP, mais ça reste à titre informatif. C'est présenté au conseil d'administration en pré-CA, c'est présenté en tutelle, ça peut être présenté et discuté avec un contrôleur financier, mais ça n'est pas le niveau de vote et le niveau de gestion. Cette comptabilité budgétaire en AECP, elle est formellement obligatoire et elle constituera le niveau de l'autorisation budgétaire et le niveau de vote du conseil d'administration qu'à compter de l'exercice 2016. Donc 3 ans pour s'organiser, c'est assez court et il y a sans doute une réflexion à engager sur ce point-là, Philippe. Effectivement, il y a des points importants à prendre en considération eu égard au délai extrêmement court. C'est la préparation du changement, ça veut dire bien identifier les points qui sont à mettre en œuvre, les besoins issus du décret GBCP, de bien avoir en évidence la situation de son propre établissement pour répondre à ses besoins, et ensuite de mettre en place de manière suffisamment en avance de phase toutes les actions de conduite de changement qui vont permettre d'être au rendez-vous à l'horizon du 1er janvier 2016. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment se préparer au mieux à la gestion des AECP. Nous avons identifié 3 grands thèmes qui nous semblent importants pour préparer cette gestion AECP. Il s'agit de changer les habitudes de budgétisation, d'améliorer le pilotage et le suivi et d'accroître le dialogue de gestion. Donc Guilhem, au travers de ces actions concernant la préparation à la gestion AECP, quand on parle de changer les habitudes de budgétisation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très clairement, ce que l'on a dit, c'est effectivement que l'on va passer à finalement un double niveau de prévision, puisqu'il va falloir, dans le cadre de l'exercice de programmation budgétaire, prévoir à la fois des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de manière différenciée. Mais enfin, les deux sont liés, mais en tout cas, il y a bien un double niveau de prévision à mettre en place, ce qui quand même constitue des travaux qui sont des travaux plus complexes, plus lourds à gérer par les établissements publics, puisque l'on va bien demander à chacun des services en charge d'enveloppe budgétaire de prévoir pour l'exercice à venir à la fois ce que vont être les engagements qu'ils vont être amenés à passer, et puis les besoins de trésorerie dont ils vont avoir l'utilité au cours de l'exercice, sachant que ces besoins de trésorerie peuvent pertinemment être liés à des engagements pris au cours d'exercices antérieurs. Donc ça va nécessiter de la part des services, dans le cadre de cette programmation budgétaire, qu'il y ait la mise en place d'échéanciers d'engagement juridique, d'échéanciers prévisionnels de paiement, que l'on suive ces échéanciers pour que on puisse rattacher
à un engagement millésimé les besoins de CP qui peuvent intervenir sur plusieurs exercices. Très clairement, ça va être assez différent selon la nature des dépenses qui sont portées par la structure. C'est déjà écrit dans les textes, on sait très bien que pour tout ce qui concerne les charges de personnel, la budgétisation, elle se fera de toute façon en AE égale CP pour l'exercice, mais pour un certain nombre de dépenses, je pense notamment à des dépenses d'investissement, dès lors que ces dépenses d'investissement, ce sont des travaux, des aménagements fonciers, s'étalent sur plusieurs exercices, vont nécessiter une budgétisation différenciée d'AE et de CP. On pourrait être en AE supérieur à CP ou en CP supérieur aux AE selon le rythme d'exécution de ces travaux. C'est également vrai pour un certain nombre d'établissements qui portent des dépenses d'intervention pour lesquelles il y a un écart significatif entre le moment de l'attribution de l'aide ou de la subvention et puis son exécution financière au rythme de la réalisation des prestations qui sont subventionnées. Donc, concrètement, il y a effectivement une complexification attendue de l'exercice de programmation avec un outil de gestion qui va être la mise en place d'échéanciers prévisionnels. Et ça, il y a sans doute un enjeu également en termes d'outils système d'information, Philippe. Effectivement, il faut pouvoir répondre à la fois à cette double prévision, à la capacité de pouvoir différencier les AE et les CP et de pouvoir assurer toute cette programmation budgétaire au sein du système d'information budgétaire et comptable. Ça veut dire aussi que cette programmation budgétaire, Guilhem, va sûrement permettre de faciliter la synchronisation du calendrier de budgétisation. Alors faciliter, je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la programmation demain va impliquer beaucoup plus de personnes au sein de l'établissement. Je dirais que si aujourd'hui on a un exercice de programmation qui pour un certain nombre d'établissements est un exercice relativement limité à la sphère financière, un service des affaires financières et budgétaires, demain, programmer des AECP de manière fine dès lors qu'il y a des décalages entre la prise de décision et l'exécution financière va nécessiter de s'appuyer sur des échanges beaucoup plus approfondis avec les services qui engagent et les services qui payent, autrement dit avec des prescripteurs au sens services techniques, services logistiques, etc. Et puis également avec des services en charge des achats, des marchés, puisque l'enjeu va être de réussir à harmoniser un calendrier qui est un calendrier technique lié à une opération donnée, un calendrier juridique lié par exemple à un marché public qui va être passé, et puis de le traduire sous la forme de calendrier budgétaire. Donc là, il y a très clairement un véritable enjeu d'association d'un grand nombre d'acteurs dans le cadre d'un rétro-planning, d'un calendrier d'échange autour de la programmation qui doit être fiabilisé. Ça veut dire aussi que dans le système d'information, il faudra qu'on ait capacité à suivre ces différentes étapes et de pouvoir donner la capacité à tous les acteurs d'intervenir dans ce processus de manière organisée, synchronisée, au travers d'un processus de validation qui permettra à chacun de s'exprimer au moment où il doit le faire et avec capacité de pouvoir suivre l'avancement de ce déroulement de processus. Alors, je pense aussi que, Guilhem, que ça va s'accompagner d'un renforcement on peut peut-être parler de complexification de documents budgétaires. Oui, en tout cas, dans un premier temps, et ça les établissements le ressentent déjà, puisque c'est une obligation à titre d'information dès cette année, le document budgétaire présenté en conseil d'administration qui doit être approuvé par le ou les ministères de tutelle, finalement il est renforcé dans le sens où il y a un certain nombre de tableaux supplémentaires. On n'abandonne pas la présentation budgétaire en comptabilité générale, et elle ne devrait pas non plus être abandonnée après 2016. Par contre, c'est elle qui deviendra à titre informatif. Et donc, très clairement, il y a un certain nombre de tableaux supplémentaires à implémenter, à renseigner et à produire. Et puis également des tableaux qui vont nous permettre de faire le passage entre l'approche en comptabilité générale en droit constaté et puis cette approche de comptabilité budgétaire en AECP. Donc ça, c'est l'aspect formel de la réforme, c'est effectivement se mettre en capacité, et ça c'est un besoin très immédiat, se mettre en capacité de produire un document budgétaire qui soit conforme aux dispositions du décret GBCP et puis surtout la circulaire annuelle en la matière. Ça veut bien dire qu'il va y avoir à consolider ou à récupérer des informations qui vont être de nature et d'origine
beaucoup plus hétérogène que ce qu'on connaît aujourd'hui et que donc le système d'information on doit préparer le système d'information à répondre à ce besoin et peut-être anticiper des besoins futurs pour que justement la production et la restitution de ces informations se fassent de manière fluide et organisée. Exactement. Alors brièvement, peut-être Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler les 3 points majeurs sur cette thématique de la budgétisation? Alors, concernant la budgétisation, si on devait retenir trois points, c'est 1, l'intégration de la programmation dans le système d'information budgétaire et comptable, qui va permettre de l'organiser. 2, un point extrêmement important, c'est la capacité de gérer de manière différenciée les AE et les CP, que ce soit en préparation et en exécution. Et en filigrane, on comprend aussi, je dirais, la vision de la trésorerie pour les CP. Et le 3e point, c'est au travers des restitutions, la capacité d'enrichir les données financières et budgétaires. Je reviens brièvement sur le premier de ces 3 points. Clairement, c'est aujourd'hui un des très gros enjeux pour les établissements publics qui, de manière générale, ont un exercice de programmation qui est un exercice de programmation parfois assez artisanal sur la base de documents Excel qui remontent de manière plus ou moins aléatoire, plus ou moins sécurisée, qui sont consolidés de manière un peu floue. L'automatisation de ce processus de programmation, compte tenu de la complexification du processus de prévision budgétaire induit par le passage en AECP, constitue réellement un enjeu extrêmement fort pour les établissements. Alors, changer les habitudes de budgétisation, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir l'organiser dans un cadre un peu organisé pour à la fois en assurer le pilotage et le suivi. Exactement. On ne doute pas aujourd'hui que tous les établissements publics suivent d'ores et déjà, en tout cas, ont la capacité à retracer les décisions qu'ils prennent, les engagements juridiques ou les engagements comptables qui sont pris et validés, qui ont la capacité à suivre la liquidation, le mandat, les paiements. Mais très clairement, passer en AECP va malgré tout nécessiter aujourd'hui de repenser, pour un certain nombre d'établissements publics, le reporting aux ratios traditionnels de consommation budgétaire vont devoir être prévus, la mise en place plutôt des indicateurs de consommation qui vont nous permettre de suivre de manière différenciée la consommation des enveloppes d'AE, la consommation des enveloppes de CP. L'idée de et le besoin qui apparaît lié à ce reporting, c'est aussi de permettre aux gestionnaires budgétaires d'un établissement d'assurer presque en temps réel une reprogrammation en cours d'exercice, c'est-à-dire la capacité, en fonction des niveaux de consommation des différentes enveloppes, notamment à faire du transfert de crédit de ligne à ligne. Je crois qu'il y a aussi un élément extrêmement important en termes de pilotage et suivi, ce sont toutes les notions de mise en œuvre de contrôle interne budgétaire. Oui, alors, les établissements sont accoutumés depuis longtemps à faire du contrôle interne dans la sphère comptable. C'est une obligation depuis un certain nombre d'années. Ce que vient de dire GBCP, c'est que le contrôle interne, il est plus large que la simple sphère comptable au sens comptabilité générale stricto sensu. C'est un contrôle interne financier qui induit totalement la sphère budgétaire, à la fois évidemment en exécution, mais aussi sur les phases de programmation, sur les phases de reporting, etc. Donc ce contrôle interne budgétaire, qui s'appuie sur les mêmes principes que le contrôle interne comptable, une bonne organisation, une bonne documentation, une traçabilité des opérations et des acteurs, la ségrégation des tâches, il doit être implémenté dès le passage à une comptabilité en AECP, et là-dessus sans doute l'évolution du système d'information ou la qualité de la donnée dans le système d'information constitue un vrai enjeu en termes de contrôle interne. Absolument. Le système va avoir comme objectif de mettre en place les moyens pour permettre à la fois la traçabilité, c'est-à-dire le suivi, l'identification et le contrôle de l'ensemble des informations qui sont générées dans le système, et aussi la capacité de mettre en place des pistes d'audit, c'est-à-dire à partir d'éléments tels qu'une facture, pouvoir retrouver tous les actes ou toutes les actions antérieures qui ont été à l'origine de la création de cette information. Et l'ensemble de ces éléments va permettre d'améliorer et de sécuriser le contrôle financier, Guilhem. Oui, alors ça effectivement c'est sans doute ce à quoi on ne s'attend pas nécessairement, mais le passage avec une comptabilité budgétaire en AECP, donc je disais à l'instar de ce qui s'est fait pour l'État à
à travers la LOLF, c'est aussi un moyen pour l'État de renforcer l'exercice du contrôle financier, notamment sur les aspects de soutenabilité budgétaire, hein, donc sur la mesure par le contrôleur financier de l'impact des décisions prises à un instant T. Et que là aussi, évidemment, le passage aux AECP va modifier la nature des informations, je ne dis pas nécessairement la nature des seuils, des actes qui vont passer au contrôle financier, mais la nature des informations qui va lui être produite à ce contrôle financier va être renforcée et va lui permettre sans doute un exercice beaucoup plus facile de sa responsabilité de contrôleur, puisqu'il va quelque part s'y retrouver beaucoup mieux par parallélisme avec ce qu'il connaît pour l'État. Ça veut dire que le système d'information doit permettre de répondre à ces exigences en termes de qualité et de fiabilité de données. Oui, il doit permettre de faire le reporting au contrôle financier et de produire les documents intermédiaires de gestion dans les temps. Un autre point important, je pense que c'est aussi lié, Guilhem, au processus de clôture et à son évolution, notamment à tout ce qui est prise en compte des opérations de clôture, comme des factures à recevoir, des charges à payer. Exactement. Bon, les établissements publics font déjà des opérations de clôture, bien évidemment, donc que ce soit des opérations de rattachement à l'exercice, que ce soit des opérations d'inventaire, physique, juridique, comptable. Sur l'aspect rattachement à l'exercice, il y a un vrai enjeu là également, puisque les charges à payer vont continuer à être suivies, ça, il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire les services faits non encore mandatés. Par contre, il va falloir faire des opérations de clôture plus spécifiques sur la comptabilité budgétaire, avec l'identification des restes à payer budgétaires par rapport cette fois au niveau d'engagement et puis au niveau de services faits. L'enjeu ici, il est extrêmement fort parce que c'est ce qui va conditionner la capacité pour l'établissement à organiser des reports de crédit budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, les règles un petit peu mécaniques de report de crédit telles qu'elles existaient jusqu'en 2012 disparaissent et le report budgétaire ne peut être autorisé que dès lors que l'établissement est en capacité de justifier la dépense future et l'identification à ce titre des restes à payer est un enjeu extrêmement fort de justification de ces éventuels reports budgétaires. Et là aussi, il y a une obligation pour l'établissement de pouvoir fournir quelque part la preuve, la justification de ces éléments. Effectivement, toutes ces informations que le système va permettre de fournir seront autant d'éléments qui vont permettre d'aider lors des opérations de clôture et sur lesquelles les établissements publics pourront s'appuyer pour accélérer et donc diminuer le délai de clôture, qui est aussi un élément important qu'il va falloir prendre en compte, c'est-à-dire une diminution drastique des délais de clôture. Alors, si on doit retenir trois axes majeurs associés à cette action de repenser le pilotage, le premier concerne la facilitation de la production des données par rapport à l'analyse, c'est-à-dire que l'outil va nous permettre de bénéficier, d'utiliser, de mettre à disposition des données plus rapidement, de manière plus fiable et aussi d'une qualité supérieure pour permettre de réaliser des analyses. La deuxième chose, on en a beaucoup parlé, c'est tout ce qui est fiabilisation des informations financières, à la fois s'appuyant sur des notions de traçabilité et d'auditabilité. Et puis la troisième chose, c'est au travers de la mise en œuvre de la standardisation de processus, c'est-à-dire avoir une vision de la manière dont il faut opérer les process, de s'assurer que tout le monde réalise de la même façon, et la possibilité de pouvoir s'appuyer sur des données référentielles qui sont des données structurantes pour l'établissement public et qui vont permettre là aussi de fiabiliser les process et la qualité des données. Alors voilà, après troisième champ peut-être sur lequel il convient de se préparer pour gérer les AECP, c'est un petit peu la conséquence organisationnelle de tout ce que l'on vient de dire. Hein. Jusqu'à maintenant, on était plutôt sur une approche processus, programmation, exécution et suivi. Là, on est bien sur les enjeux du passage en AECP pour l'établissement en termes d'organisation de la fonction financière, à la fois en termes de périmètre de responsabilité, en termes d'échange d'informations, et donc c'est bien de manière générale repenser le dialogue de gestion. Repenser le dialogue de gestion, ou le mettre en place, pour les établissements les moins avancés en la matière, c'est bien de se dire que le passage en ESCP induisant un nombre plus important de collaborateurs
à la programmation, et à l'exécution et à son suivi, nécessite de repenser les périmètres de responsabilité de chacun et puis surtout la manière dont ils échangent. Comment est-ce que je fais remonter une expression de besoin? Comment est-ce que j'organise un arbitrage et que je fais redescendre l'information en direction des services déconcentrés ou des services concernés? C'est également, sur ce dialogue de gestion, au-delà de la programmation, l'enjeu de la reprogrammation et des ajustements en cours d'exercice et de l'exercice par les responsables financiers, par les ordonnateurs d'un établissement, de la fongibilité, de la souplesse que lui donne la réglementation budgétaire en termes d'ajustement de ces enveloppes, que ce soit les enveloppes de fonctionnement, d'intervention, d'investissement ou des enveloppes de personnel. Donc il y a ici un vrai enjeu sur la manière dont on va échanger de l'information relative à l'activité, relative au niveau de besoins budgétaires, relative à l'exécution au sein même d'un établissement, et ça va être évidemment extrêmement dépendant selon la forme d'organisation de chacun des établissements. Est-ce que j'ai des établissements très centralisés autour d'un siège? Est-ce que j'ai des établissements avec des entités déconcentrées? Où est-ce que je positionne ma fonction comptable? Est-ce que je la mets au niveau du siège sous la forme d'un service facturier? Est-ce que j'ai une fonction comptable qui est décentralisée elle aussi au niveau des entités gestionnaires? Ce dialogue de gestion, il doit évidemment s'adapter à chacune des situations préexistantes en termes d'organisation au sein des établissements. Absolument, Guilhem. Et le but du système d'information, c'est de pouvoir traduire et s'adapter et répondre aux besoins de l'établissement public en fonction de son organisation, en fonction de ses contraintes et en fonction de ses besoins. Donc, la capacité, au travers de la mise en place des processus dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir mettre en relation l'ensemble des interlocuteurs dans leur processus en s'assurant à la fois du suivi et de la validation des étapes, des points jalons importants, et puis aussi la capacité d'avoir une vision consolidée, c'est-à-dire avoir une vision au niveau le plus élevé de l'organisation dans le cadre d'un établissement déconcentré, de l'ensemble des informations qui concernent tous les sites de ces établissements. Donc le système d'information doit aussi répondre et permettre de fournir l'ensemble de ces informations. C'est sans aucun doute un élément facilitateur. Alors après, deuxième volet, puisque là on parle plutôt d'un dialogue de gestion interne à l'établissement sur ce premier point. Deuxième volet, sans doute beaucoup plus prospectif aujourd'hui pour les établissements, mais sur lesquels on souhaiterait un petit peu ouvrir la réflexion, c'est le dialogue de gestion extérieur, c'est-à-dire celui qui est en direction, qui doit se mettre en place ou s'organiser entre la tutelle et son établissement. Là aussi, on est bien conscient qu'il y a des différences extrêmement grandes d'un établissement à un autre dans la nature, le suivi, la régularité, la transparence du dialogue avec la tutelle. Il n'en reste pas moins qu'on est quand même dans une période où on demande de plus en plus aux établissements de produire de l'information en direction de la tutelle. C'est évidemment ce que l'on connaît et ce qui est produit à travers les conseils d'administration. Mais au-delà de ça, on peut au moins identifier ce que l'on doit basculer chaque année à la DGFiP au titre de la restitution des données comptables. Et puis, il y a la mise en place du SI opérateur qui nécessite un reporting qui va toucher à la fois des données financières, des données sociales, des données d'activité, des données juridiques, le cas échéant. L'idée que l'on veut faire émerger ici, c'est que ce dialogue externe, lui aussi, plus on pourra l'automatiser, plus on pourra faciliter la production de données vers l'extérieur, moins ça représentera une tâche chronophage et qui fait peu de sens pour les établissements. Donc voilà, si on veut un tout petit peu synthétiser ce point lié à l'organisation du dialogue de gestion interne et externe. D'une part, en interne, ce qui est un enjeu extrêmement fort, c'est qu'on ait des processus initiaux ou des processus qui ont fait l'objet d'une réingénierie sur les processus budgétaires et financiers qui permettent de mettre en place dans le système d'information des workflows clairs, adaptés à l'organisation avec des identifications de responsabilités qui se font de manière claire, transparente et qui permettent de sécuriser l'exécution du processus. Et puis, deuxième point, la construction, à travers évidemment un échange préalable avec le ou les ministères de tutelle, d'un reporting un petit peu automatisé qui permette évidemment à l'établissement d'être plus en position d'explication, d'analyse, de justification, de dialogue, plutôt qu'en simple position de producteur d'informations qui font assez peu de sens.
Donc voilà un tout petit peu les éléments sur ces trois grandes thématiques qui nous apparaissent un peu les thématiques clés à creuser d'ici à 2016. Alors après, en termes de stratégie, Philippe, de déploiement et de mise en conformité, quelque part, à la fois de l'organisation des processus et des outils, il est très clair que la prise en compte de la situation de chaque établissement est un préalable. Connaître le contexte, la nature des missions, donc la nature des dépenses qui sont gérées, connaître les métiers de l'établissement, vont évidemment faire évoluer la stratégie de changement. Il n'en reste pas moins qu'on peut peut-être identifier, je dirais, deux grandes stratégies, une hypothèse haute, une hypothèse basse, non? Effectivement. Alors, en fonction du contexte et de la situation, de l'avancement de l'établissement public, on peut considérer le premier axe qui est plutôt une évolution des processus pour se mettre en conformité avec les exigences du GBCP. On est plutôt sur, je dirais, on va plutôt être sur des actions d'ajustement et d'évolution des processus. Exactement, des actions qui doivent permettre de répondre à minima à ce que disent le GBCP. Je produis une maquette budgétaire conforme à ce qui est dans la circulaire. J'arrive à suivre de manière distincte des AE et des CP et leur niveau de consommation, donc les niveaux de J et les paiements effectivement engagés. Et puis je rénove mes opérations de fin de gestion pour pouvoir organiser mon basculement d'un exercice budgétaire sur un autre. En termes de mise en œuvre, je dirais de manière assez classique, la mission de cadrage qui a pour objectif de prendre connaissance de la situation. Est-ce qu'on a déjà des éléments qu'il faut faire évoluer? Est-ce qu'on peut partir d'une recréation, d'une reproposition de mise en œuvre? C'est de partager ce plan d'action et la manière dont on va le mettre en œuvre, et puis ensuite de piloter et d'accompagner l'établissement public dans le cadre de cette évolution de processus. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qui a à la fois un degré d'intégration et de complexité plus important, et qui va plus vers une réflexion, on va dire, stratégique sur le SIBC, le décret GBCP étant un point d'entrée pour mener une réflexion un petit peu plus profonde. Exactement, l'idée, c'est le GBCP, c'est le point d'entrée qui doit nous permettre d'aller un peu plus loin en termes d'amélioration de la fonction financière et comptable au sein de l'établissement. Donc, quelques actions que l'on pourrait imaginer dans cette réflexion plus large, c'est l'implémentation d'un outil et d'un dispositif de pilotage qui repose sur des tableaux de bord en fonction des niveaux de responsabilité au sein de l'établissement et puis qui permettent d'automatiser la production d'informations vers l'extérieur. C'est de se servir du système d'information comme un levier de traçabilité, d'auditabilité qui doit permettre de répondre à des exigences de la DGFiP, de la Cour des comptes, d'un commissaire aux comptes, le cas échéant, dans le cadre d'un processus de certification, parce que tôt ou tard, à peu près tous les établissements vont y passer. C'est également d'intégrer des processus qui sont aujourd'hui des processus qui se font en dehors du système d'information financier. On a évoqué la programmation budgétaire jusqu'à l'allocation des enveloppes après vote du budget, de la réintégrer, de la réintroduire dans le système d'information pour la faciliter, la rendre plus transparente et fiabiliser la production d'informations budgétaires. Dans le cadre de cette réflexion, on est plus dans une démarche où le système d'information actuel ne peut pas répondre de manière complète aux exigences du GBCP. Et à ce moment-là, on est réellement dans une démarche de construction d'un nouveau système budgétaire et comptable, et qui peut peut-être mener vers une réflexion sur l'apport d'un nouvel outil pour couvrir à la fois des besoins tels qu'ils se présentent au travers du GBCP, mais de donner à l'établissement public la capacité de répondre à terme à l'ensemble des exigences dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc là on a pour nous à peu près présenté ce que sont les principaux enjeux de notre point de vue, la manière dont on pourrait imaginer à très grands traits évidemment une stratégie de changement adaptée. Je me mets en conformité ou j'essaye de profiter de ce marchepied qui est GBCP pour engager une réflexion plus profonde sur mes processus et mes outils de gestion. Voilà, maintenant ce que l'on souhaiterait, c'est, on va vous laisser la parole, donc on va réouvrir les micros, savoir si
Aujourd'hui, vous avez déjà engagé la réflexion autour du passage en AECP, à la fois sur les éléments fonctionnels, sur vos systèmes d'information existants. Où est-ce que vous en êtes sur le sujet? Est-ce que vous avez identifié des ressources humaines, un budget pour ce passage aux AECP, mesurer des impacts induits, notamment sur votre organisation? Est-ce que vous avez d'ores et déjà peut-être des outils qui sont adaptés à cette gestion en AECP?